Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne... Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Une femme face à 3 hommes, 3 juges. Le problème avec les charia courts, c'est que des imams rendent des décisions qui sont très souvent très discriminatoires avec les femmes. Pour preuve, un homme peut divorcer de sa femme juste en disant 3 fois « je te répudie », alors qu'une femme devra payer et réunir un nombre de conditions difficiles pour divorcer. Ces injustices et ces inégalités flagrantes ne sont pas compatibles avec nos lois et nos valeurs fondamentales. Et c'est là tout le problème. Pas encadrés, les charia courts sont une loterie. Et de nombreuses femmes musulmanes ont fait l'expérience de tribunaux carrément rétrogrades. Ce jour-là, à Manchester, à l'appel d'associations de défense des droits de l'homme, ces femmes visiblement éprouvées racontent leur tentative de divorce. Car parmi les juges de charia court, il y a par exemple cet homme, Haithan al-Haddad. Il est juge dans une cour de Londres et également professeur de droit islamique. Voici, enregistré en caméra cachée, ce qu'il enseigne à ses élèves. Un homme ne devrait pas être questionné sur les raisons pour lesquelles il frappe sa femme. C'est quelque chose qui doit rester entre eux, laissez-les régler leurs problèmes tout seuls. Que Montréal se déclare ville sanctuaire et assure la protection et l'accessibilité aux services municipaux aux personnes sans statut légal vivant sur son territoire. Que Montréal offre l'accès à ses programmes et à ses services, particulièrement en matière d'habitation à toute personne nonobstant son statut. Ben, tu peux les mettre dans une manufacture. Puis ils vont là, demander moins cher. On n'a plus de job de même. Puis on en fait rentrer 2 fois plus que dans les années 90. Et là, puis on va parler de Denis Coderre, puis je vais te laisser aller là-dessus. Denis Coderre, il dit, Montréal, maintenant, c'est une ville refuge, c'est-à-dire que, ça veut dire que dans le fond, si t'as pas de papier, viens-t'en chez nous. Et là, maintenant, avec les États-Unis qui sont sur le point d'implémenter des lois d'immigration qui sont beaucoup plus sévères, ça va s'emmener chez nous. Sauf que nous autres, là, on n'a pas un bassin de 330 millions de population pour supporter ces gens-là. Fait que là, ça va rentrer là, par milliers maintenant et on va devenir, c'est inévitable, une autre Suède. Et les mesures qu'on va mettre de l'avant vont faire en sorte que personne qui va douter de l'intégrité ni de mon administration ni de moi. Malheureusement, je dois vous quitter parce que l'entrevue devait être à 7h25. Oh, que c'est donc trop facile. Mais on va poursuivre sans vous, mon ami Coderre. Vous souvenez-vous de Claude Boulay, président du groupe Everest? Il avait donné 80 000... Non, salut, M. Coderre, on n'a plus besoin de vous. Il avait donné 95 000 $ à la course libérale de 86 en 2002. Vous souvenez-vous de ça? Il a été poursuivi par le gouvernement parce qu'il aurait payé pour des services que Everest ne lui avait jamais rendu. Vous souvenez-vous de M. Coderre qui avait une période difficile dans sa vie? Il avait lui-même avoué à l'époque où il était ministre de l'Immigration qu'il était allé passer quelques jours au condo de ce M. Boulay. Pareil que M. Boulay était dans l'entourage de Coderre hier. Comme par hasard. La réalité, c'est qu'il faut protéger notre eau. C'est ça la game. Monsieur le maire, les études qui ont été faites à Québec, parce qu'avant de vous dire oui, le ministre Hurtel, ils ont fait des études sur l'impact de déverser 8 milliards d'eau des égouts. Ces études-là, est-ce qu'elles sont rendues publiques? Si oui, je ne les ai pas vues, moi. Mais je repose la question, Monsieur le maire, est-ce que vous ne devriez pas parler aux gens de Québec, dire rendez donc public toutes les données pour que la population ait, en noir sur blanc, l'impact de 8 milliards. Vous dites qu'il y a des experts qui relativisent ça. On peut-tu le voir, noir sur blanc? Non, on peut être factuel? Moi, j'ai pas de trouble. Là. On peut être factuel, là? C'est pas de dire on relativise. Il n'y a personne qui relativise. Take a look at what's happening in Europe. I took a lot of heat on Sweden. And then a day later, I said, has anybody reported what's going on? And it turned out that they did not do any of it. Take a look at what happened in Sweden. I love Sweden. Great country, great people. I love Sweden. But they understand I'm right. The people over there understand I'm right. Take a look at what's happening in Sweden. Take a look at Nice
and Paris. I have a friend. He's a very, very substantial guy. He loves the City of Lights. He loves Paris. For years, every year during the summer, he would go to Paris. It was automatic with his wife and his family. I hadn't seen him in a while. And I said, Jim, let me ask you a question. How's Paris doing? Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. Take a look at Nice and Paris. I have a friend. He's a very, very substantial guy. He loves the City of Lights. He loves Paris. For years, every year during the summer, he would go to Paris. It was automatic with his wife and his family. I hadn't seen him in a while. And I said, Jim, let me ask you a question. How's Paris doing? Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. The numbers we're talking about are 2006 forward. And is it rape and murder, has it been concentrated in areas where the immigrants settle? I mean, that's a provocative question, but I'll ask it. Yes. So the problem is that Sweden has scrubbed from their statistics what the demographics are. In 2001 was the last year they had the demographics of what the background was of the perpetrators. The number was roughly 70% were immigrants. They were embarrassed by that. So in 2001, they scrubbed that out. Now there's no way to find out other than a correlation, and anecdotally, which we have done in this video that we have talked about a number of times, where we set the case and proved the case, but it's clear that this is really, the impetus for this is the widespread immigration, the open-door policy that Sweden has. Okay. Producer, tell me again, have we just gotten video in of a riot in an immigrant area in Sweden? We've got this? Yeah, this erupted last night in Sweden in a heavily immigrant area. Riots erupted. Cars were burned, stores looted. A police officer was forced to use his gun, which is a rarity in Sweden. It's in the same area where they've had problems before. A film crew, to Army's point, a film crew from Australia's 60 Minutes were attacked, not last night, but were attacked in the same area last year. Some call it a no-go zone. The Swedish police like to classify it as an area of particular vulnerability. That's extraordinary, because the authorities are kind of glossing over the immigrant impact on Sweden, and we have a riot erupting like this. I didn't even know there was a riot last night. Bon, alors comme tu le disais, je suis juriste de formation. J'ai pratiqué pendant de nombreuses années en matière de droit carcéral et en matière de droit d'immigration. Et en décembre 2001, quand Denis Coderre a su qu'il l'ancien ministre, quand il a su qu'il allait être nommé ministre de l'immigration, à cause de liens que nous avions depuis longtemps, m'a demandé de me charger exclusivement de l'immigration sexuelle au Canada. Alors là, immigration sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait toutes les personnes qui venaient au Canada en fonction du programme de bonification des danseurs et danseuses exotiques. Quand je dis qu'il m'a demandé... Tu as bien dit le mot exotique. On parle pas de prostitution, là. Non, non, non. On parle d'un programme tout à fait légitime qui est prévu en vertu de la loi canadienne et qui n'est pas illégal. Voilà. Bon, on peut croire que c'est légitime, mais du moins, il est légal. Il est légal. Alors donc, Denis Coderre, à sa façon, a demandé que je prenne charge de ça. Et c'était clair que c'était pas une offre que je pouvais refuser, là. Et j'explique les circonstances de cette offre-là dans le livre. Et donc, j'ai conduit ce mandat-là de décembre 2001 jusqu'à mars 2003. Et dans le courant de cette période-là, je me suis rendu compte que les personnes que je représentais étaient contraintes à se prostituer pour pouvoir conserver leur droit de rester au Canada. Et là, bon, il y a eu de multiples épisodes dans cette histoire-là. Oui, c'est rebondissement sur rebondissement. Non, écoutez, c'était rocambolesque. Ouais. Et dans le courant de cette période-là, j'ai donc accumulé de la preuve pour démontrer que Coderre savait que ces gens-là étaient contraints à la prostitution. Et en mars 2003, je l'ai avisé que, compte tenu de la preuve que j'avais recueillie, que je ne voulais plus représenter ces gens. Ça peut être associé à ça du tout. Non. Et bon, là, évidemment, la coercition s'est faite aller. Et on m'a bien expliqué que si je ne restais pas tranquille, si j'étais pas docile, que ma vie deviendrait un enfer.
Et c'est effectivement ce qui est arrivé. La guerre est arrivée, puis on m'a fait vivre un enfer. On m'a fait accuser au criminel pour m'empêcher de bénéficier de la crédibilité nécessaire pour faire des déclarations publiques de ce que j'avais pu constater pendant ces 2 ans-là. Et donc, là, ça a été de procès en procès. Et au bout de 12 procédures judiciaires, j'ai été acquitté. Et ben c'est ça. Et là, c'est un peu cette histoire-là que toute la saga depuis 2002. Ah ben en fait, ça remonte à beaucoup plus que 2002. Ça remonte à 1992. 1992. Oui, ça part de 1992 parce que les réels motifs pour lesquels Coder m'a choisi moi remontent à 1992. Et quels sont-ils? Disons que par cause de vulnérabilité personnelle, Coder, ça faisait de moi, aux yeux de Coder, une personne qui était idéale pour conduire ce mandat-là, parce que lui croyait que compte tenu des vulnérabilités que je portais... Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne idéale pour manipuler éventuellement? Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Lui pensait que j'irais jusqu'à commettre des illégalités, compte tenu de mon historique personnel. Et moi, ça, j'ai bien fait comprendre à Coder que si lui voulait en commettre, c'était son choix, mais que moi, je ne serais pas complice de ça. Parallèlement à cette affaire de danseuse exotique, il y avait aussi un autre dossier qui s'appelle le dossier des passeports pakistanais. Brièvement, il s'agit de 500 ressortissants pakistanais qui sont ici au Canada, qui sont des demandeurs de résidence permanente, et qui, dans le cours de leur demande, fournissent des faux documents. Par exemple, des faux passeports ou des documents lavés chimiquement. Et là, dans le cadre de ces procédures-là, il y a toujours 2 enquêtes sécuritaires qui se font. Il y en a une qui se fait par la GRC, une qui se fait par le SCRS. Les 2 enquêtes sécuritaires ont conclu que la majorité de ces gens-là étaient venus ici avec des faux documents ou des documents authentiques, mais qui ne leur appartenaient pas. Et donc, les enquêtes de sécurité recommandaient que ces gens-là soient renvoyés chez eux puis que les documents soient saisis. Et pour une raison qui appartient à Denis Coder uniquement, celui-ci a exigé des fonctionnaires d'Immigration Canada que les fonctionnaires ignorent les enquêtes de sécurité, qu'ils octroient la résidence permanente à ces gens-là et puis qu'ils remettent les documents au portail. Ce qui fait que des gens, à travers ce processus-là, lavaient leur identité, acquéraient une nouvelle identité, et on se retrouvait avec des gens résidents permanents, puis on ne savait pas qui ils étaient. Donc, éventuellement, ces gens-là vont obtenir la citoyenneté canadienne, puis on ne saura pas qui ils sont. Les enquêtes de sécurité mentionnaient aussi qu'il y avait plusieurs de ces personnes-là qui étaient liées à des groupements terroristes, et que c'était probablement nécessaire de ne pas les recevoir ici. Mais encore là, Denis Coder a décidé de faire fi de ça. Men in a migrant suburb of Stockholm rioted, burned cars and attacked reporters, shopkeepers and police officers because cops arrested a drug dealer. So I put out a challenge for lefties who thought that Sweden's crime-ridden suburbs were safe to visit themselves, prompting a bunch of D-rate celebrities to shamelessly virtue signal about how progressive they are, the kind of people who live in the whitest areas possible and would shit themselves if they went anywhere near an Islamic ghetto. Unlike yours truly, who got chased out. The truth about a country that's so safe it holds the proud honour of being the rape capital of Europe. A country where rapes are so commonplace that migrant culprits laugh at their victims as they report it to the police. And it's so safe that Turkish government newspapers are placing ads warning their citizens about it. Sweden's migrant suburbs are so safe that when television crews visit them to prove that they're safe, they're physically attacked by migrants. The police... Good? Yeah. Okay, very good. Take it easy. Okay, you too. And attack. Mate, go! Don't use touch me. Don't do it. Suburbs are so safe that ambulance workers are demanding riot gear or migrant suburbs. There are now 55 declared no-go zones in Sweden, where police have to escort ambulances to ensure their safety. Oh, but the police do go there, so how dare you call them no-go zones? Yeah, they go there and they're attacked with rocks and missiles.
That's not safe. Known as Sweden's Chicago. It's one of the most dangerous cities in the whole of Western Europe, with a murder rate higher than Paris and London. Malmö has a foreign population of around 43%, and areas like Rosengård are 90% Muslim. But I'm sure that's just a coincidence. 42-year-old police veteran Chief Superintendent Torsten Olofsson says that migrants comprise the majority of people being arrested in the city. He also says that explosions and grenade 3% of prisoners serving long-term sentences in Sweden have a foreign background. Integration of immigrants in Sweden has been so successful that veteran police officer Peter Springer says that almost every suspect involved in a serious violent crime is called Mohammed or another Islamic name. Integration of immigrants in Sweden has been so successful that migrants are raping women at anti-racism festivals. Over the past 2 years, dozens of young women, some as young as 12, were raped at these festivals across Sweden by hundreds of young immigrants. They use the tactic where dozens of men surround one or more girls in circles. While the men in the inner circle sexually attacks their victims, the outer circle distracts and keeps out anyone who would stop it. The attacks have become so common that some bands, most notably Mumford & Sons, refuse to play in Sweden. Lethal violence has increased 29% since 2014. Sex crimes have doubled since 2012. Gun violence has increased 84% over the last 9 years. All the sources for those stats are in the description below. The Swedish government does not record the ethnicity of those involved in crime, reports the Huffington. Sweden has to say. Donald Trump is not wrong about Sweden. This huge influx of migrants has been causing quite some problems. Sex crimes have increased severely. Bathhouses and music festivals, I mean, the reports for sex crimes on those have gone up by a lot. And in 80% of sex crime cases pertaining to bathhouses, this is the official police report, 80% of the perpetrators were newly arrived migrants. I mean, we're talking about grown migrants being put in the same schools as 13-year-old girls. The results are always the same. There's molestations, there's rape attempts, there's sexual harassment. It's crazy. What's happening in Sweden is nothing short of